La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à tous et bienvenue dans la 16/9e émission sur l'actualité cinéma, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Je suis content de vous retrouver après une semaine d'interruption pour cause de Dune 2. On va pas se mentir, il y avait une grosse avant-première mardi soir. Il fallait pas louper cet événement-là. Mon ami Guillaume est absent encore ce soir pour raisons professionnelles, mais il nous reviendra la semaine prochaine. Chose promis, il me l'a dit. Mais ce soir, je ne suis pas seul. J'ai un passionné de cinéma, Vincent, qui va intervenir pendant l'émission. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Voilà. Je suis très honoré d'être là. Tu vois, je t'ai dit, t'as vraiment une bonne voix pour la radio, ça rend super bien sur les micros. Bon, tant mieux. Donc passionné de cinéma, donc je te l'indique, et puis comme j'indique aussi bien évidemment à mes auditeurs chaque semaine, le sommaire, la première partie, ça va être consacré aux sorties de la semaine. Donc on va parler des sorties qui auront lieu demain et aussi en fin de semaine, parce qu'il y a 2 sorties de plateformes assez importantes, donc inévitablement il faut que je les évoque. On passe un petit extrait de bande-annonce, on parle si ça nous intéresse ou pas, ou si on zappe. Et puis, la deuxième partie de l'émission, c'est consacré aux avis, aux critiques des films vus du coup la semaine dernière et la semaine précédente. Alors, je vous parlerai ce soir donc du film Une vie avec Anthony Hopkins. Je vous parlerai aussi également du Royaume des Abysses, un film d'animation chinois, Le Successeur, le nouveau film de Xavier Legrand, et inévitablement d'une deuxième partie avant de finir sur un focus complet sur le réalisateur Denis Villeneuve, et puis aussi de parler un peu plus longuement de sa dernière œuvre, Dune, qui, on va pas se mentir, cartonne dans tous les sens du terme, que ce soit critique ou commercial. Et est-ce que ce sera le premier film à rapporter $1 milliard au box-office cette année ? Moi, j'avoue que je ne serais pas contre. Alors, on va commencer du coup directement avec les sorties de la semaine. Alors, la première sortie, c'est un film d'horreur. Ça s'appelle Imaginary. C'est réalisé par Jeff Wadlow avec DeWanda Wise, avec Betty Buckley et Tom Payne 2. L'histoire: lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu'elle a trouvé dans le sous-sol et nommé Chauncey. Mais Chauncey est bien plus qu'un simple jouet. On écoute un extrait tout de suite. C'est super. J'ai de si bons souvenirs ici. Mon petit coin de paradis pourrait aussi devenir le nôtre. Qui t'a laissé tout seul ici? Je joue à un nouveau jeu avec Chauncey. Une liste de chasse au trésor? Super. Chauncey dit que t'as pas le droit de jouer avec nous. Oh. Parce que tu l'as abandonné. Il me faut un truc joyeux. Un truc joyeux. Donc un film d'horreur, un nouveau film d'horreur signé par le studio Blumhouse sur nos amis imaginaires. Est-ce que là, comme ça, Vincent, ça t'invoque quelque chose? Est-ce que tu as envie de découvrir ça? Je suis pas spécialement fan des films d'horreur, mais pourquoi pas, à l'occasion, oui, ça me plaît d'en voir quand même quelques-uns. Alors celui-ci, j'avoue que j'ai pas vu la bande-annonce. Là, je découvre en même temps que les auditeurs et je sais pas trop. Ça fait un peu penser à Chucky quand même, je trouve, le concept de base. C'est ce que j'allais dire, ça ressemble un petit peu à Chucky, effectivement, parce que sans l'avoir vu, je connais un peu les classiques de ce genre de film, on va dire. Très bien. Autre sortie cette semaine, c'est Boléro, réalisé par Anne Fontaine avec Raphaël Persona, Doria Tillier et Jeanne Balibar. L'histoire en 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d'inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie, les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l'amour impossible qu'il éprouve pour sa muse Misia Certes. Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre universelle, le boléro. On écoute un extrait tout de suite. Félicitations, monsieur Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête? Pas moi qui veux le voir, c'est Maurice Ravel. Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel? Pas grand-chose, je le crains.
ton excellence. Sont éliminés au premier. Et oui, le boléro de Maurice Ravel, la musique la plus connue du monde. Ce thème très entêtant s'il en est. Alors, ce biopic t'intéresserait plus? Alors, ça me parle beaucoup plus, oui, puisque en plus de ça, si on est amateur de musique classique, ce que je suis un petit peu, effectivement, ça peut être plus intéressant. Et j'avoue que la bande-annonce que j'avais entreaperçue m'avait paru assez alléchante. D'accord. Eh bien, ce film, moi, pour ma part, je suis assez intrigué, même si, avec la réalisatrice Anne Fontaine, j'avoue que c'est un coup sur deux à chaque fois. C'est vrai, je suis assez d'accord. Le film Président avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois était sympathique, mais n'était pas de très haut niveau. Là, j'ai l'impression quand même que les petits plats sont dans les grands, donc pourquoi pas. Eh bien, ce film sera à voir dans vos plus grandes salles principales à Aix-les-Bains-en-Champéry, que ce soit donc l'Étoile du Lac ou Pathé. Autre sortie, une comédie française, 14 jours pour aller mieux, de Édouard Pluvieux, avec Maxime Gasteuil, Zabou Bretman et Romain Lancry. L'histoire de Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec la fille de son patron. Au bord de burn-out, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar, un stage de bien-être. On écoute un extrait tout de suite. Ouvra from Jardilux. What do you mean, la décision elle est pas taken? Vous parlez pas boulot aujourd'hui? Non. En plus, il y a Romain, il est trop content de te voir. Max! Yes! Ouais, Romain est trop content, il est toujours content, Romain, de toute façon. Romain, un piano, il tomberait sur la gueule, il dirait, j'adore la musique. Il est là! Donc c'est une comédie qui a fait sensation apparemment au dernier festival d'Alpe d'Huez. Client, pas très client. Moyennement. Je pense que ça a l'air très sympathique de prime abord, mais je suis pas non plus très fan de ce genre de film. Je pense que oui, si on peut passer un bon moment. Moi, j'ai toujours un peu peur que dans la bande-annonce, ils mettent les meilleures blagues. Déjà tout ce qu'on va pouvoir découvrir dans le film. Donc, c'est un peu gênant parfois. C'est vrai. Bon, 14 jours pour aller mieux. Je crois qu'il me semble que c'est un premier film pour son réalisateur. Donc, écoutez, peut-être que ce sera une bonne surprise. On continue avec le cinéma français avec La vie de ma mère. Alors, il y a rien d'insultant. C'est La vie de ma mère, réalisé par Julien Carpentier, avec Agnès Jaoui, William Lecbill et Salif Cissé. L'histoire de Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, qui voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après 2 ans sans se voir. Pierre n'a qu'une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu'explosives, vont transformer Pierre et Judith à jamais. On écoute un extrait. Allez, vas-y, aide-moi à finir les bouquins. Lisa, ta pseudopote. Elles sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées. Je les arrose avec du blanc d'œuf le matin. Ça va pas? Si, mais là j'ai une urgence. Maman? Mon fils. Oh, tu es contente de moi, je suis contente. Comment t'es sortie là? Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, chérie, danse avec ta maman. Je savais pas quoi faire. Là ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine parfois. Maman! Alors, nouveau film avec Agnès Jaoui. Oui, là, ça a l'air un peu plus alléchant, je trouve, dans la mesure où il y a un facteur émouvant qui rentre en ligne de compte, et je pense que c'est le ferment de beaucoup des meilleures comédies, sans doute, parce que ça parle aux sentiments aussi, et je pense que ça peut peut-être le faire. Je sais pas. Alors, j'ai pas encore vu de la bande-annonce non plus, il me semble. Je sais pas trop de quoi on parle. Bon, j'ai découvert en même temps que les auditeurs qui ne connaissent pas le scénario, mais bon. Ça a l'air extrêmement, pour avoir vu la bande-annonce en entier la semaine dernière, ça a l'air très émouvant. Oui. Et Agnès Jaoui a l'air vraiment bluffante. Agnès Jaoui, même si, on va dire, elle est toujours très forte pour allier à la fois l'humour. C'est déjà une référence. Et le drame. Ouais. Et en plus, je peux vous dire que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très sympathique pour l'avoir rencontré une fois.
Autre sortie encore, là aussi, cinéma français, Comme un fils de Nicolas Boukrieff avec Vincent Lindon, Carole Rocher et Stéphane Virgile Stoïca. L'histoire de Jack Roman. Pourquoi je dis Jack? C'est Jacques. Voilà, on n'est pas du tout au Pirates des Caraïbes. Jacques Roman est un professeur qui a perdu sa vocation. Témoin d'une agression dans une épicerie de quartier, il permet l'arrestation de l'un des voleurs, Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin déscolarisé que l'on force à voler pour survivre, Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune parti sur de si mauvais rails, quitte à affronter ceux qui l'exploitent. En luttant contre les réticences même de Victor pour tenter de lui offrir un avenir meilleur, Jacques va changer son propre destin. On écoute un extrait tout de suite. J'ai l'impression que j'arrive plus à les comprendre. Je sers à quoi? Je leur apporte quoi, moi? Tu déroules ton programme, et tant mieux pour ceux qui suivent. Mais j'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi. Oh, police. Non, je sais pas appeler la police. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un gamin qui est pas passé. Alors un film qui a l'air assez dur, mais un très très bon drame où là aussi on va dire Vincent Lindon excelle, hein. On va pas se mentir. C'est une valeur sûre, hein. Et puis quelque part, il a une interprétation qui est très profonde à chaque fois dans chacun de ses films, où on sent qu'il s'investit dans les rôles qu'il joue, et donc voilà, c'est toujours très touchant, je trouve, les films joués par Vincent Lindon. Oui. Et non, je pense que celui-là a l'air très 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 intéressant. Autre sortie, cette fois-ci il n'y aura pas d'extrait de bande-annonce, c'est La Salle des Profs. C'est un film allemand, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'extrait de bande-annonce. C'est réalisé par Ilker Satak avec Léonie Benech, Michael Klammer et Raphaël Stakoviak. L'histoire se déroule donc dans une école, alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs. Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ces découvertes. Donc, vu qu'il n'y a pas de version française, je ne vais pas... Ça, c'est un extrait allemand, mais il faut quand même savoir que ce film, qui sera donc disponible dans les cinémas d'auteur, que ce soit Victoria ou Astrée, a quand même auréolé d'un petit succès, puisqu'il il est nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il représente l'Allemagne ce dimanche, du coup, à la cérémonie des Oscars. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un plutôt bon thriller. Moi, pour avoir vu la bande-annonce en entier, ça a l'air de partir très 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 loin, et peut-être de montrer sur certains aspects l'aspect un peu absurde que peut avoir les enquêtes dans les écoles, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est toujours intéressant aussi de voir des films d'auteurs étrangers, oui. Parce que ça donne une autre vision, et ça permet de s'immerger dans d'autres cultures aussi, et c'est toujours intéressant parce que on se rend pas compte que on n'a pas tout à fait parfois la même façon de voir les choses et de raconter une histoire. Que ce soit des films d'ailleurs allemands, là ça reste européen, mais si on va au-delà, on peut parler des films japonais ou des films, des films asiatiques en général, et puis encore d'autres films, que ce soit brésiliens ou je ne sais quoi. Tout à fait. Très intéressant. Cette fois-ci, par contre, on va partir dans le domaine de la plateforme. On va aller sur Netflix avec La Demoiselle et le Dragon, un film qui sera disponible ce vendredi, réalisé par Juan Carlos Fresnadilla, avec Millie Bobby Brown, Robin Wright et Angela Bassett. L'histoire d'une jeune fille dévouée qui accepte d'épouser un prince séduisant, mais elle découvre qu'elle a été choisie pour être sacrifiée et rembourser ainsi une dette ancienne. Enfermée dans une grotte, elle doit affronter un dragon cracheur de feu. Elle ne peut désormais plus compter que sur son intelligence et son courage pour espérer s'en sortir. On écoute un extrait. C'est une nécessité. Notre peuple a besoin de toi. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Je ne leur fais pas confiance. Ces gens sont peut-être de sang royal, mais cela n'en fait pas pour autant de bonnes personnes. Votre main, mon enfant. Fermez les yeux. Je vous tiens.
C'est donc le blockbuster à la Netflix qui va sortir donc ce vendredi. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté de la table? Je sais pas trop. J'avoue que là, j'essaie de suivre un petit peu, mais Joker. Voilà, on va dire ça. Il n'y a pas de mal. Donc, ce sera disponible sur Netflix ce vendredi. Autre film qui sera disponible sur une plateforme de streaming, mais cette fois-ci Amazon Prime, c'est Ferrari, le biopic sur Enzo Ferrari, réalisé par Michael Mann avec Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley. C'est l'été 1957. Derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage instable a été ébranlé par la perte de leur fils Dino. Ferrari a du mal à reconnaître son fils Piero avec Lynn Alardi. Pendant ce temps, la passion de ses pilotes pour la victoire les pousse à la limite alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course de 1000 miles à travers l'Italie, la Mille Emilia. On écoute un extrait tout de suite. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Il est trop lent. Ferrari, donc de Michael Mann. Alors, est-ce que là, on est un peu plus intéressé? Je suis un peu dubitatif parce que j'avais entendu des critiques qui n'étaient pas forcément très élogieuses. Ouais, très élogieuses de ce film, en dénonçant un film un peu plat. Alors, qui n'a pas la même envergure que certains films qui ont été tournés autour de des voitures ou des courses automobiles. Bon, il y en a plusieurs. Je me souviens. Le Mans 66, voilà. Rush, Le Mans tout court, voilà, aussi. Et donc, je ne sais pas si ça aura la même envergure que ces films-là. Ça n'a pas l'air, mais peut-être qu'on peut être plutôt agréablement surpris, je sais pas. J'avoue, je sais pas trop non plus. Hein. J'ai vu la bande-annonce, mais ça me parle pas trop. Mais peut-être qu'il faut se laisser tenter, je sais pas. Eh ben écoutez, c'est le moins que l'on vous souhaite. Et puis, dans tous les cas, nous, on vous en parlera forcément la semaine prochaine avec Guillaume, puisqu'il me semble qu'il l'a déjà vu. De mon côté, je vais vous rappeler donc très brièvement, au Toll du Lac et au Pâté, vous pourrez retrouver à partir de demain Imaginary, film d'horreur, Boléro sur Maurice Ravel, 14 jours pour aller mieux, une comédie française. Dans vos cinémas, plutôt Art et Essai, Victoria et Astrée, vous pourrez retrouver La vie de ma mère avec Agnès Jaoui, Comme un fils avec Vincent Lindon et La salle des profs, film allemand qui est nommé à l'Oscar de meilleur film en langue étrangère. Et puis sur Netflix, La Demoiselle et le Dragon pour le côté blockbuster. Et sur Prime, Ferrari, le retour de Michael Mann aux affaires, qui n'avait pas signé de film depuis Hacker, sorti il y a 8-9 ans. Donc on est quand même content de le revoir. Et puis il a déjà dit qu'il était en train de préparer son Hit 2. Donc on va voir s'il y a encore quelque chose sous la pédale, comme on dit, pour rester dans le même registre. On va faire une première pause musicale avec You Call It Love du film L'étudiante, parce que voilà, Vincent Lindon sort un nouveau film demain, donc inévitablement l'un de ses plus grands rôles, l'un de ses films les plus connus, c'est inévitablement L'étudiante. You Call It Love, signé Vladimir Cosma. On se retrouve juste après. On positive sur Radio Grand Lac 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours dans la 16/9e sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. C'est toujours Kevin. Et puis, ce soir, je suis accompagné par un passionné de cinéma, Vincent, pour qui c'est la première fois sur la radio, mais ça se sent pas du tout, vraiment. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Tu es très à l'aise, donc parfait. Oui. Après avoir parlé je donne le change. Après avoir parlé des sorties de la semaine, on va du coup évoquer nos avis, mes avis du coup pour le coup, parce que je crois que tu n'as pas pu voir de film
récemment. Non, effectivement, j'ai pas vu grand-chose dernièrement, mais je commenter à loisir. Merci. Donc les films sortis la semaine dernière et la semaine précédente. Je tiens quand même toujours à rappeler avant de rentrer sur ces films-là que sont toujours disponibles en salle et on vous les a conseillés la zone d'intérêt. On est par contre un petit peu plus mitigé ou partagé, mais entre nous, si vous êtes fan, vous pouvez y aller concernant Bob Marley, One Love. Et par contre, je vous déconseille assez fortement les films Madame Web et Chien et Chat. Ça ne vaut pas le coup. Voilà, pour rester poli. Du coup, la semaine, il y a 15 jours, j'ai pu découvrir, on va commencer par ce premier film, Une vie, réalisé par James Hawes avec Anthony Hopkins et Helena Bonham Carter, qui est un biopic sur la vie de Nicholas Winton. Alors Nicholas Winton, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais peut-être que vous avez vu sur Internet, parce que la vidéo passait de nombreuses fois, cette vidéo d'un vieux monsieur invité à une émission de télé anglaise dans les années 80 et qui est dans le public, assis dans le public, et puis la présentatrice demande à l'audience à qui doit la vie à cet homme assis au premier rang. Et là, tout le public se lève et Nicholas Winton, eh bien en fait, c'est cet homme qui a sauvé 669 enfants juste avant que la Seconde Guerre mondiale commence. C'est-à-dire que voilà, on voit dans le film d'ailleurs que son sauvetage s'arrête le jour où l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Je me souviens encore bien de mes cours d'histoire. Là, je suis parti en plus. Je confirme, effectivement, j'avais ce souvenir-là aussi. Et du coup, c'est vraiment un film poignant. Alors, Anthony Hopkins joue le personnage âgé, période des années 80, et Johnny Flynn joue le personnage, par contre, de Nicholas Winton pendant ses sauvetages. C'est absolument prenant parce qu'il y a un stress permanent de savoir est-ce qu'on va réussir à sauver ses enfants. Il y a aussi cette phobie administrative qui se prend de nous parce qu'on se rend compte que tout est très compliqué pour sauver des vies, en fait, tout simplement, alors que tout le monde voudrait sauver des vies. Et c'est très difficile de tout mettre en œuvre, de pouvoir mettre ses enfants dans des trains et les emmener jusqu'en Grande-Bretagne. Et à chaque fois, c'est un soulagement ou c'est parfois aussi des peines, suivant les histoires qui s'y déroulent. C'est vraiment un film riche en émotions. Anthony Hopkins, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il est impérial, magnifique, exceptionnel, je pense. Et même j'ai envie de dire, parce que peu de gens en parlent, Johnny Flynn qui le joue version jeune. Alors déjà, il y a une ressemblance bluffante, je trouve, avec Anthony Hopkins. Alors je ne sais pas si c'est le maquillage ou quoi que ce soit, mais alors il lui ressemble trait pour trait. Et il est tout aussi excellent. Donc vraiment, c'est un film, c'est le drame à aller voir, le biopic à aller voir en ce moment. Je vous le conseille chaudement. Il a une plutôt bonne carrière d'ailleurs au box-office français. Ne le loupez pas. Sincèrement, c'est à découvrir. Est-ce que toi, ce film t'intéresserait ? Moi, ça me plairait beaucoup d'aller le voir, effectivement. Et puis j'en ai entendu parler par des proches et ils m'en ont dit beaucoup de bien. Et ça m'a l'air d'être un film éminemment humain, oui, de par le sujet qui est traité déjà, et puis encore une fois l'interprétation de Anthony Hopkins, à mon avis, on peut tabler sur quelque chose d'assez admirable, et donc voilà, je pense que c'est un peu une sorte de valeur sûre. Ah oui, totalement. Mais moi, ça m'évoque un peu la liste de Schindler. Ah, totalement. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Je pense. C'est totalement différent parce que la liste de Schindler, c'est pendant. Et puis, il y avait quand même, avec Schindler, il y avait quand même une certaine dualité au début où, voilà, il y avait, on se sert. Qui était très émouvant aussi, comme ce film. Excellent. L'un des meilleurs de Spielberg. Ouais. Mais voilà, il y avait un peu cette dualité de ce personnage qui, au début, se sert un petit peu de cette main-d'œuvre pour au final après engranger sur des sauvetages. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui, dès le début, a le cœur sur la main et par contre est empêché lui totalement une fois que la guerre est lancée. Donc voilà, les deux films sont deux récits absolument complémentaires et à voir. C'est sûr que je vous invite pas à vous enchaîner les deux films d'affilée parce que je pense que sinon là faudra prendre quelques antidépresseurs, mais véritablement ce sont de magnifiques films qu'on vous conseille. Une vie et du coup la liste de Schindler de Steven Spielberg, extraordinaire.
Autre film que j'ai pu découvrir, cette fois-ci, j'ai découvert un certain temps, je l'ai vu il y a un mois, dans le cadre du Nouvel An chinois. Il y avait eu des avant-premières pour ce film d'animation qui s'intitule Le Royaume des Abysses, réalisé par Tian Xiaopeng, qui est l'histoire d'une jeune fille qui a un peu de mal à accepter le divorce de ses parents. Du coup, elle vit avec son père et sa nouvelle compagne, mais voilà, elle souffre du fait que sa mère lui manque et habite très très loin. On ne sait pas où, mais on sent que c'est très 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 loin. Et elle part en croisière avec son père et sa nouvelle compagne, et puis en pleine nuit s'approche du ponton, tombe à l'eau, et alors elle débarque dans un univers abyssal, un univers sous-marin où elle va découvrir un restaurant où un chef humain sert des poissons. Donc des poissons qui sont un peu personnifiés comme des humains, on va dire, qui parlent et voilà, et qui réagissent. Et je dois vous avouer que ce film d'animation est particulièrement surprenant, et sur le sentiment d'abandon, sur le sentiment de solitude des enfants après un divorce, c'est poignant. En plus d'être visuellement une réussite totale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments du film où vous allez vous dire, j'ai l'impression d'être devant un tableau où les couleurs sont multiples, c'est impressionnant, ça flatte la rétine. Et alors j'ai même envie de vous dire, si dans quelques années vous achetez le film en DVD ou en Blu-ray, je pense que c'est l'un des meilleurs films pour tester son nouveau matériel télévisuel, parce que c'est absolument impressionnant. Par contre, voilà, je vous ai dit, c'est poignant. Je réserverai ce film à un public averti, parce que même étant assez âgé, je vous avoue que c'est un film qui vous remue très 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 particulièrement, un peu à la manière d'un Tombeau des Lucioles pour ceux qui connaissent. Ah oui, oui. Voilà, oui, qui est beaucoup. Voilà. Je vous l'avoue, le Tombeau des Lucioles, je l'ai vu à 4 ans. Je remercie papa, maman. Traumatisé depuis. Hein. Est-ce que ça t'intéresserait ? Complètement. Oui. Ah oui. Je suis très très fan des films d'animation, en particulier japonais. Évidemment Miyazaki en première ligne. Voilà, et c'est pour pas les citer, La Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, etc. J'adore, quoi. C'est vraiment un univers onirique, fantastique, avec encore une fois un code vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'auteurs, on va dire occidentaux, européens, avec des choses qui sont très bien, mais qui sont pour le coup très bien, immédiatement compris. Là, il y a un univers de poétique, je trouve. En plus, il y a une dimension poétique en général dans les films de cet ordre-là. Je suis tout à fait d'accord, et puis c'est vrai qu'on a quelque chose que voilà, l'émotion est plus impressionnante parce que on sent la prise de risque derrière ces gens-là, alors que la machine Disney nous fonctionnait très 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 bien. Ah oui, je suis d'accord. À l'époque, même dans les années 90, et c'est vrai que maintenant on a l'impression de tomber sur une recette, et tout n'est pas acheté, mais ça devient un peu plus mièvre, on va dire. Voilà. Il y a un côté plus mièvre qui, moi, me sidère un petit peu quand même. C'est un peu dommage. Je suis d'accord. Et on n'ose pas en montrer autant que nous, à notre époque, on n'avait pas peur de nous montrer certains sujets. Bambi, c'était terrible. On se rappelle encore. L'un des meilleurs, comme je dis toujours, ça s'appelle un effet Mandela. C'est l'un des meilleurs effets Mandela du cinéma, c'est que tout le monde se souvient avoir vu la mère de Bambi, alors que techniquement, on ne la voit pas à l'écran. Autre sortie que j'ai pu voir cette fois-ci en début de semaine, c'est le successeur de Xavier Legrand. C'est le nouveau film de Xavier Legrand qui avait fait Jusqu'à la garde avec Léa Drucker et Denis Ménochet, qui était un film très 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 dur sur les violences familiales. Là, le successeur, c'est j'ai envie de vous dire, j'ai envie de rien vous dire, tout simplement parce que le film m'a surpris de bout en bout. Je vais juste vous dire le postulat de base. C'est un très grand styliste québécois qui du coup a repris une maison très connue en France. Et il doit revenir sur sa terre natale, au Québec, tout simplement pour assister aux obsèques de son père. Et on va se dire qu'il y a certains héritages qu'on s'en passerait volontiers. Alors voilà, le film est une réussite totale. On pense à du drame au début.
vous prévient que ça change de genre très très rapidement et ça va vous surprendre. Là aussi, âme sensible de s'abstenir parce que voilà, c'est assez stressant, mais c'est particulièrement réussi et on va de twist en twist, de révélation en révélation. Vous n'écouterez plus jamais Fait comme l'oiseau de Michel Fugain comme d'habitude. Voilà, c'est ça va vous changer cette chanson pour le restant de vos jours. C'est vraiment une réussite totale. Je vous le conseille chaudement. Un excellent thriller qui, hélas, il me semble, n'est plus disponible au Victoria. Alors peut-être encore à l'Astrée. Foncez, ne le loupez pas. Ou alors surtout, rattrapez-le en VOD ou en DVD Blu-ray. C'est très, très bon. Est-ce que toi, ça t'intéresserait ce genre de film ? Oui, tu en parles vraiment très bien et je pense que effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Puis moi, je pense que même si ça peut être stressant ou perturbant, je veux dire, on attend ces émotions-là aussi au cinéma et on va pour ce genre d'émotions au cinéma. Donc, si c'est pour voir quelque chose qu'on regarde distraitement et puis qu'on a aussitôt oublié après l'avoir vu, je trouve que c'est pas très intéressant. Et encore une fois, le cinéma, c'est fait pour se divertir, mais ça peut se trouver sur divers registres, que ça soit quelque chose d'émouvant, quelque chose qui fait peur. C'est pour ça que les gens vont au cinéma, en règle générale. Tout à fait. Donc c'est plutôt pour moi une bonne critique là. Et puis surtout d'avoir de la surprise, parce que c'est vrai que on a des films qu'on trouve très très bons, excellents. Voilà, Une vie, ce genre de choses. Mais là, vraiment, d'être surpris de bout en bout et de manière assez violente, c'est assez important de le souligner. Je trouve un peu dommage que le film soit passé un peu sous les radars. Autre sortie cette fois-ci, c'était mardi dernier, du coup, et vous allez voir, du coup, j'ai parlé de 4 films ce soir, mais c'est 4 bons films. C'est Dune, deuxième partie, réalisée par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Stellan Skarsgård, Florence Pugh, enfin bref, ils sont 15 000 et ils sont tous excellents dans cette deuxième partie de Dune qui est plus qu'une confirmation, j'ai envie de dire, c'est un bijou visuel impressionnant, c'est un spectacle, mais en même temps qui n'oublie pas le développement de ses personnages, et ça c'est très très important. Le fait d'avoir un film d'une certaine longueur permet un développement cohérent, qui n'est pas précipité, et ça permet aussi d'effacer toute tentative de manichéisme, et à la fin, voilà, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et en tout cas le film est un carton monumental, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, véritablement foncez, voyez la première partie avant. J'ai entendu beaucoup de gens me dire qu'ils avaient vu la deuxième partie sans voir la première partie. Bon, c'est quelque chose que je ne comprendrai pas, mais évitez au mieux. Je suis d'accord. Sinon, vous allez. Je suis d'accord. Sinon, voilà, parce que ne vous plaignez pas. En tout cas, si après vous êtes perdu. Mais voilà, c'est une œuvre à voir. C'est excellent. Zendaya est impressionnante et c'est son personnage de la vraie plus-value par rapport au livre, de ce qu'on m'a dit, puisque son histoire est voilà, disons, beaucoup plus développé et apporte un point de vue très intéressant, on va dire un point de vue contraire par rapport à l'histoire. Et la musique de Hans Zimmer, bon, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je suis assez client parce que c'est une musique qui habite l'ambiance, voilà, qui sert le film plus que elle ne le dessert. Et le thème final qui s'intitule Kiss the Ring, je le mets en boucle depuis que j'ai vu ce film et il est absolument magnifique. Donc Dune 2, qui va sans doute déboucher sur l'adaptation du deuxième roman, je vous le conseille chaudement. S'il y a un blockbuster à voir en ce moment, c'est celui-ci, c'est indéniable. La critique est unanime et le public est en grande partie unanime aussi pour dire que c'est un film à ne pas louper. Et alors toi, du coup, tu as dit que tu as envie de le voir. Moi, je suis très très fan parce que je connais l'ouvrage duquel il a été adapté. Qui est écrit par Frank Herbert. Et donc c'est vraiment la saga qui colle, je dirais, en tout point à notre époque et qui retranscrit beaucoup de choses que on est malheureusement en train de vivre, tant sur un plan sociologique que on en parlait tout à l'heure là, que religieux, que écologique. Oui. C'est vraiment une grande histoire. C'est vraiment fabuleux et il y a un côté aussi un peu spirituel, enfin même beaucoup spirituel. Ah oui.
Et donc ça donne lieu à quelque chose dont on a tout lieu de se régaler, quoi. Ah oui. C'est du grand spectacle. Et alors moi j'avais évidemment vu le film de David Lynch qui avait adapté également. Alors évidemment à cette époque-là les effets spéciaux ne tenaient pas aussi bien la route que ce que maintenant on peut faire. Donc je trouve que c'est quand même bien d'avoir retenté cette adaptation qui me semble appropriée avec les moyens dont on dispose. Mais le premier film, donc moi je l'avais pas vu, je l'ai vu assez de manière impromptue quand il passait à la télé ce dimanche soir. Et donc je voulais absolument et impérativement le voir avant de pouvoir voir le second que j'ai bien l'intention d'aller voir effectivement. Oui, et moi je t'avoue que j'ai une très grande envie après avoir vu cette deuxième partie, c'est de voir les deux bout à bout. Bon, 5h15, je t'avoue qu'il y aura quelques pauses toilettes. Fan, hein, on compte pas. Mais oui, et surtout que je pense que c'est dans ce moment-là qu'on saisit véritablement la vision complète, parce que beaucoup de gens se plaignent que la première partie est très lente. Oui, comparé à une deuxième partie très rythmée, mais je pense que du coup si on y voit dans l'ensemble, en fait on retrouve le rythme d'un film tout à fait normal. C'est un peu comme toutes les grandes sagas que l'on a fait jusqu'à maintenant, hein. Le Seigneur des Anneaux en fait partie également. C'est quelque chose, c'est vrai que c'est un peu indigeste de s'enfiler des films comme ça aussi longs à la suite, mais quelque part, il faut pas laisser trop de temps non plus entre les deux, de manière à pouvoir avoir une cohérence du récit qui se tient bien. Hein, et il y a une très très belle écriture derrière. Voilà. Et puis encore une fois, avec une mise en scène qui est admirable. Hein. Oui. Tu fais bien d'en parler du Seigneur des Anneaux, parce que pour moi, je trouve que Denis Villeneuve vient de réaliser ce que Peter Jackson a fait il y a 20 ans, c'est-à-dire adapter un livre qui était réputé inadaptable. Ou dont les premières adaptations n'avaient pas fonctionné de manière commerciale et auprès du public. Là, c'est surprenant de voir que c'est au bon moment, au final, c'est l'adaptation au bon moment et qui est totalement réussi. Certes, pour les puristes, dont je fais partie quand même un petit peu au niveau de la lecture, on peut trouver quelques petites choses à redire parce qu'ils ont pris quelques libertés, mais on peut le concevoir dans l'exercice de l'adaptation, inévitablement. Un film aussi comment dire riche dans le scénario, c'est quand même compliqué de l'adapter ça à l'écran et visuellement parlant. Ah oui, tout à fait. Eh bien, c'est tout pour les avis des sorties des semaines précédentes. On va faire une deuxième pause musicale avec Boom Clap de Charlie XX du film Nos étoiles contraires, puisque voilà, Shailene Woodley, vous allez pouvoir la revoir sur Amazon Prime avec le biopic Ferrari. Eh bien, elle nous avait ému avec ce film Nos étoiles contraires sur deux jeunes atteints d'un cancer. On écoute Boom Clap et on revient juste après pour parler de Denis Villeneuve. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e sur Radio Grand Lac 92.1 FM ou radiograndlac.com. On parle toujours d'actualité cinéma. Guillaume n'est pas là cette semaine, mais on a un autre passionné de cinéma qui est Vincent. Et alors je peux vous dire que nos discussions sont passionnantes et j'espère que vous trouvez aussi que nos discussions sont passionnantes. On va parler, pour finir cette émission, on va faire un focus sur Denis Villeneuve, ce réalisateur québécois qui a vu sa carrière complètement exploser ces 15 dernières années, peut-être 10 dernières années, allez. Je vais vous raconter du coup un petit peu son parcours qui est quand même assez atypique. Alors, Denis Villeneuve naît le 3 octobre 1967 au Québec. Il a étudié le cinéma à l'Université du Québec à Montréal. À 23 ans, il se fait remarquer déjà en remportant la course Europe-Asie de 90 à 91, qui est une émission dans laquelle les participants doivent réaliser des courts-métrages en parcourant le monde. Son court-métrage marque le jury en présentant les voyages de Denis en Thaïlande, en Chine, en Inde, en Turquie et à l'époque en URSS. Le fait de remporter ce concours lui fait gagner un droit pour réaliser un film avec l'Office national du film du Canada qui s'intitule l'ONF. Il réalisera alors un documentaire en 1994 sur un thème imposé, le multiculturalisme, tourné en Jamaïque. Ce film qui s'intitule Roue Forward,
C'est très compliqué parce que c'est que des lettres majuscules, donc je pense que ça veut dire ça. Ça raconte l'histoire d'un photographe retenu par une panne de voiture dans un quartier réputé dangereux. En 96, il scénarise et réalise un des segments du film collectif Cosmos qui recevra le prix international des cinémas d'art et essai, donc déjà un premier pas dans les récompenses. En 98, il signe ici son premier long métrage, un 32 août sur Terre, premier long métrage de fiction. C'est une comédie dramatique très cocasse dans laquelle son personnage principal, interprété par Pascal Bussière, à la suite d'un accident de voiture, demande à son meilleur ami, interprété par Alexis Martin, de lui faire un enfant. Ce que ce dernier acceptera à condition de réaliser cet ébat en plein désert américain. Donc voilà, c'est très original. C'est très original, mais déjà en 98, on en parlait avec Guillaume, il a une manière de filmer le désert qui est déjà impressionnante, même si bon, le film est un peu curieux et on va pas se mentir, moralement assez douteux. La fin m'a fait lever un sourcil. Voilà, on sent que le petit Denis Villeneuve a eu quelques problèmes de relations amoureuses au début, je pense. C'est possible. Et ça se confirme avec son deuxième long métrage qui sortira en 2000, qui s'intitule Maelstrom, une autre comédie dramatique, excusez-moi, là aussi, mais assez lunaire, dans lequel Marie-Josée Croze, qu'on a pu revoir récemment dans Un coup de dé, et bien cette fois-ci, Marie-Josée Croze incarne une jeune femme mythomane qui, après avoir percuté et tué avec sa voiture un vieux poissonnier éméché, verra son destin être chamboulé, le tout étant raconté par un poisson agonisant sur la table du poissonnier. Voilà, donc c'est très particulier. Là encore... Tout un programme. Ah oui, tout un programme, et là encore beaucoup de scènes horizontales, sans en dire trop. D'accord. On se dit, oui, Denis... Mais ils ont peut-être une vision, je parle de nos cousins québécois, plus exactement, oui. Ils ont une vision peut-être un peu plus spontanée, peut-être plus lâchée que les Français, je pense. Ah, je confirme que ce genre de film-là, en France, les deux premiers films, ça aurait été un scandale. Mais c'est bien aussi. Bon, voilà, il faut que ça remue encore un peu les choses, quoi. S'il se passe rien, voilà. Bon, évidemment, il faut rester dans le. Il faut que soi-même on réagisse de manière positive à ce qui nous est présenté, qu'on subisse pas une influence négative. Mais voilà, c'est surtout c'est pour un public peut-être averti. Alors totalement. Les deux premiers films, totalement. Par la suite, il s'absente des plateaux, Denis Villeneuve, et c'est l'actrice Karine Vanasse, vue dans les séries Revenge et Cardinal, qui va à sa rencontre et lui demande de réaliser le long métrage Polytechnique, sorti en 2009 et portant sur la tuerie de l'école Polytechnique de Montréal, dans lequel un étudiant avait tué 14 femmes. Ce film bouleversant et choquant sera présenté à la quinzaine des réalisateurs lors du 62e Festival de Cannes. C'est un film que je vous conseille, qui n'est pas très connu, alors qui est assez cru, assez violent, dur, mais on voit que par un simple choix de mise en scène qui est le noir et blanc, on voit que le but de Denis Villeneuve n'est pas du tout de faire un film voyeuriste ou choquant pour être choquant, et vraiment c'est proche du documentaire peut-être plus. Et très proche du documentaire. Oui. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec ce film-là, avec le film Elephant de Gus Van Sant qui était sur la tuerie de Columbine. Alors c'est deux manière totalement différente de traiter le sujet, mais on peut faire des parallèles en termes de respect, je trouve, et puis de dénonciation tout simplement de ce genre d'événement qui est beaucoup plus rare au Québec qu'aux États-Unis, bien évidemment. L'année suivante, Denis Villeneuve, il sortira son premier chef-d'œuvre, pour moi, Incendie. Adaptation de la pièce à succès de Wadji Mouahad. Incendie raconte la quête de deux jumeaux pour trouver l'identité de leur père et de leur frère aîné suite au décès de leur mère. Le film, particulièrement réussi mais aussi éprouvant, sera nommé aux Oscars 2011 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Non, j'ai pas du tout vu. J'en ai entendu parler, mais il y a longtemps, donc je ne saurais pas quoi en dire. C'est vraiment excellent. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je le conseille chaudement. Marqué du succès d'estime de ce dernier film, Denis Villeneuve fait une entrée fracassante à Hollywood avec coup sur coup les thrillers Prisoners et Ennemis, dans lesquels apparaît l'acteur Jake Gyllenhaal, le premier présentant la traque d'un père incarné par Hugh Jackman pour retrouver le kidnappeur de sa fille, marquera particulièrement le public et intronise définitivement Denis Villeneuve comme un réalisateur à suivre. Tu as vu peut-être l'un de ses films
non, Ennemi peut-être, si Ennemi. Ennemi qui était très particulier, c'était assez tortueux sur il y a longtemps déjà. Oui. Il y a 10 ans, hein, on va pas se mentir, c'était en 2014. Lors du Festival de Cannes 2015, Denis Villeneuve lui présente Sicario, un thriller se déroulant à la frontière américano-mexicaine et réunissant Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro. Une redoutable efficacité, le film est nommé aux Oscars dans 3 catégories et fera l'objet d'une suite plutôt réussie en 2018, réalisée par Stefano Sollima, et il doit normalement faire l'objet d'un 3e volet qui devrait conclure la trilogie. Je ne sais pas si tu connais du coup. Non plus. Là aussi, je conseille là, chaudement. J'ai quelques lacunes là, j'avoue. Il n'y a pas de souci, mais c'est au moins ça te fait une grande liste de films à découvrir. Et alors Sicario, excellentissime. Et puis après Sicario, Denis Villeneuve se lance dans la science-fiction, genre qu'il n'a plus quitté depuis, et délivre Premier Contact, réunissant fantasmes de fans de SF mais aussi drames poignants. Sont présents au casting les stars Amy Adams et Jeremy Renner dans les rôles principaux. Sa reconnaissance ne diminue pas et il reçoit 8 nominations aux Oscars en 2017, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation, mais partira bredouille pour ces 2 catégories. Premier Contact qui est c'est un très beau film. Ouais. Très beau film. Peut-être un film qui t'a marqué au final de Villeneuve. Alors moi j'avais vu avec beaucoup d'intérêt la suite de Blade Runner. Blade Runner 2049. Sorti en 2017 avec Harrison Ford qui revenait et qui cette fois-ci était entouré par Ryan Gosling, Jared Leto et Ana de Armas. Il y a une bonne tenue, je dirais, encore une fois dans la mise en scène, dans l'ambiance qui veut se rapprocher le plus possible du film originel. De Ridley Scott. Voilà, de Ridley Scott, qui est quand même un monument. Un monument. Moi, c'est un film, pour moi, un de mes films de chevet, on va dire, et j'en suis absolument, on va dire, dingue de ce film. La musique d'Evangelis et tout ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a un univers aussi de très pictural, puisque c'est beaucoup emprunté à la bande dessinée aussi au départ, et on retrouve beaucoup de choses et c'est franchement très bien réussi. Et alors pour en revenir à Blade Runner 2049 de Villeneuve, moi je trouve que c'est pas mal. Ça n'a pas la même dimension que le premier évidemment, mais ça se tient bien. Ouais, ça se tient bien. Il y a une suite honorable, je dirais, de ce grand monument qui est le premier. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant, mais le rôle que tenait Jared Leto n'était à la base pas prévu pour lui. Il était prévu pour David Bowie, qui, hélas, nous a quittés 10 janvier 2016, soit quelques mois avant le tournage. Alors, ça aurait été extraordinaire. Je suis aussi très on va dire très fan de David Bowie. On partage beaucoup de goûts, définitivement. Oui. Cette suite du coup Blade Runner 2049 sera un succès d'estime, confirmé par les bons retours critiques de la presse et des spectateurs, mais hélas ne fonctionnera pas sur le plan commercial, avec un bilan plutôt mitigé, j'ai envie de dire, un peu comme Blade Runner aussi à l'époque, qui n'avait pas fonctionné sur le plan commercial. Peut-être un public de niche, je ne sais pas, mais en tout cas, après ce miracle d'offrir une suite réussie à Blade Runner, Denis Villeneuve se lance dans un autre projet, réputé inadaptable, avec une nouvelle adaptation du livre Dune de Frank Herbert. Ce film Dune sera découpé en 2 parties, réunit un casting dantesque, on en a parlé tout à l'heure, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård et Dave Bautista. À l'origine prévu pour être réalisé en un seul tournage, le studio Warner demandera finalement 2 tournages afin de s'assurer quand même que la première partie soit un succès. Cette dernière sort en septembre 2021, subira les effets du Covid mais parviendra tout de même à engranger 400 millions de dollars et deviendra le plus grand succès du réalisateur à ce jour, malgré une sortie aux USA en simultané sur la plateforme HBO Max. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là où une stratégie financière absolument idiote qui a tué la carrière commerciale de beaucoup de films de Warner, puisque bon, inévitablement, comment voulez-vous que les gens aillent au cinéma s'ils peuvent voir le film chez eux dès le jour même et légalement, j'ai envie de dire. Bien sûr. Après cette première partie, dont la lenteur s'explique par la nécessité d'introduire au mieux cet univers complexe et dense, Denis Villeneuve nous a donc délivré une seconde partie la semaine dernière, plus épique, plus spectaculaire, on en a parlé, tout en n'oubliant pas le développement des personnages et de traiter de sujets passionnants comme la concrétisation d'un destin,
ou le pouvoir religieux. Pour l'instant, le succès d'estime semble être rejoint par le succès commercial, le premier week-end étant le meilleur de la carrière de Denis Villeneuve. Après Dune, Denis devrait donc il devrait être planché sur 4 projets en cours. Le premier, Secret, devrait arriver en premier. Alors il a dit que c'était pas Sicario 3. Que Sicario 3 serait réalisé par quelqu'un d'autre. Mais ce premier projet devrait être suivi par une adaptation du roman Le Messie de Dune, qui devrait s'intituler Dune Messiah et qui devrait achever sa trilogie. Il a dit qu'après, il abandonnerait Dune et il laisserait la place à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est raisonnable. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, le désert, il doit un peu avoir... il ne doit pas en avoir tant que ça ras-le-bol, puisqu'il devrait ensuite offrir un remake de Cléopâtre. Donc, décidément, Le Sable, il aime beaucoup. Oui, c'est et il devrait aussi adapter le roman de science-fiction d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama, qui n'a jamais fait l'objet d'une adaptation. Arthur C. Clarke, qui on doit bien sûr 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, en termes de romans difficiles à adapter, décidément, il en fait son petit dada, Denis Villeneuve. Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, qui avait donné lieu à une suite que personnellement j'aime bien. 2010, l'année du premier contact. Je suis moins fan. Alors là, elle est un peu plus hollywoodienne, oui. Ça me laisse plus, je suis moins accroché. D'accord. Mais 2001, bien évidemment, voilà, oui. On doit beaucoup. Puis il est tellement emblématique ce réalisateur que on va dire que on le regarde, même si on comprend pas tout, on le regarde avec beaucoup d'intérêt et d'attention quand on est cinéphile déjà, et puis on y trouve son compte quand même au bout du bout. Et puis pour terminer sur Denis Villeneuve, moi je vous conseillerais en priorité mon film préféré de lui, c'est Premier Contact, qui est l'un des rares films à avoir réussi à me faire pleurer dans les 5 premières minutes et dans les 5 dernières minutes, ce qui est quand même assez impressionnant. Et toi, je ne sais pas si tu as un film de Denis Villeneuve à conseiller en particulier. Alors pas spécialement, mais peut-être que ça sera Dune finalement. Dune. J'attends de voir le 2. Il est très bien placé. Voilà. Donc à mon avis, peut-être que celui-ci a des chances de m'émouvoir et de me surprendre. Ouais. Ah oui, l'émotion plus dans la deuxième partie, mais je pense que il saura te convaincre. Eh bien, je te remercie de ta présence dans cette émission ce soir. J'étais très honoré de participer à cette émission et puis d'apporter ma petite touche personnelle, voilà, sur le cinéma en général, dont je suis un grand adepte. Et puis la porte est ouverte pour que tu passes quand tu veux. Ça sera avec grand plaisir. Juste le mardi soir, du coup, si tu passes pendant les émissions de jardinage, ce ne sera pas pareil. Mais voilà. Pourrais, insérer une petite touche de cinéma dans le jardinage ou le contraire. Il y a un très bon film sur le jardinage, tu as raison. Tout à fait. Côté programmation de la radio, demain vous avez une journée spéciale parentalité puisque vous avez la première d'une nouvelle émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. Puis ensuite c'est l'émission Parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine de 19h30 à 20h30, sans doute pour évoquer les sorties de la semaine, ça bien évidemment, mais côté focus, je pense qu'on sera obligé de parler de la cérémonie des Oscars qui aura donc lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour se quitter, on va se donner un petit coup de danse avec la Carioca de Philippe Chani du film La Cité de la Peur, puisque ça va pas en rajeunir certains, mais le film fête ses 30 ans ce mois-ci, donc voilà, c'est après les 40 ans de Footloose la semaine dernière, on fête les 30 ans de La Cité de la Peur, ce sont les anniversaires, peut-être prochainement on va fêter l'anniversaire aussi de Pulp Fiction, ça aussi ça ne nous rajeunit pas. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à vous et à mardi prochain.